Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer cette cérémonie. Alors évidemment, la Fondation Cœur de Femmes mérite tout à fait d'être sous la coupole, mais enfin, c'est pas seulement parce qu'on aime beaucoup cette fondation que nous y sommes, c'est parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de manifestations à l'Institut. Je dis aujourd'hui, c'est presque tous les jours, mais c'est un peu plus soutenu en ce moment, puisque, comme vous le savez, c'est la semaine de la langue française, la semaine de la francophonie, et nous avons des réunions, des distributions, des rencontres à tous les étages. Mais c'est très bien. C'est très bien qu'on puisse avoir une pensée pour Madame Herman et si vous voulez bien aussi, avant même d'ouvrir mon discours, pour Monsieur Herman, qui n'est pas parmi nous ce soir, parce que je sais à quel point il est actif, passionné par tout ce que nous faisons et à quel point la mémoire de son épouse compte pour lui. Donc nous pensons à lui, bien qu'il ne soit pas parmi nous. Alors, je salue évidemment la vice-présidente de la Fondation, Maître Michel Cahin, Monsieur le député Arthur Delaporte, vous ne m'avez pas dire, bon, non, je sais que c'est un métier dangereux, député, remarquez. Évidemment, Madame le docteur Catherine Laurens-Cortès, qui est la présidente du comité scientifique, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les membres du conseil scientifique, chers DOA, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Alors, la Fondation Recherche Cardiovasculaire, c'est une fondation qui a déjà un peu d'ancienneté. Elle a été créée en 2001, elle a son expérience et elle se poursuit grâce au concours précieux de Michel Cahin, ici présente, qui va s'exprimer après moi d'ailleurs, et grâce aussi évidemment au travail d'Astrid Manfredi, qui est à plein temps à la charge de la vie de cette fondation. C'est une occasion, évidemment, je l'ai dit, de se souvenir de la fondatrice, de cette femme enthousiaste, engagée, pleine d'énergie. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler que Madame Herman, qui avait un cœur malade, qui lui a créé bien des soucis, a trouvé toute l'énergie en elle qu'il fallait pour que, au lieu de se plaindre, elle puisse aider ceux qui, à leur tour, connaîtraient des difficultés et donc qu'on puisse aider la recherche médicale, biologique, sous toutes ses formes, dans le domaine cardiovasculaire. Alors, il s'agit d'abord de récompenser de la recherche. Voilà pourquoi nous avons un conseil scientifique qui travaille au nom de l'Institut, car il faut des spécialistes qui étudient des dossiers. Et nous allons cette année remettre un prix et une bourse de recherche. J'imagine sur les deux personnes qui sont au premier rang. Le prix Daniel Herman va être remis au docteur Denis Vivien pour les avancées qu'il a permis sur le diagnostic et le traitement des AVC, véritable fléau. Je suis un de vos clients, cher ami, j'ai eu un AVC il y a 5 ans, mais ça va à peu près. La bourse Cœur de Femme est remise à Mathilde Keck pour ses recherches sur la prééclampsie, une maladie qui touche les femmes enceintes et qui, comme chacun sait, est très souvent mortelle. Exceptionnellement, cette année, sera remis aussi par Daniel Weinmann, membre du jury, qui a accepté de remplacer le professeur Dominique Castagliona, qui est absente aujourd'hui. Exceptionnellement, c'est Daniel Weinmann qui remettra le prix. Bon, vous allez être mieux instruits dans les minutes qui suivent, puisque les deux chercheurs nous diront les raisons qui ont permis qu'ils soient reconnus. Et ce que je sais en tous les cas, c'est que dans ce secteur, il contribue à épargner beaucoup de vies. Vous savez, l'Institut, c'est plutôt après 70 ans qu'avant, et donc nous sommes des clients potentiels pour la recherche cardiovasculaire, je peux vous le dire. La Fondation et l'Institut ont voulu travailler comme ça de longue haleine sur ce sujet, et si on commence à faire un bilan, 22 ans, 23 ans, c'est beaucoup de chercheurs, beaucoup d'argent aussi qui ont été mis dans ce domaine. Et je crois qu'il n'y avait rien de plus utile lorsque l'on voit aujourd'hui le développement de ces maladies liées au stress de la société, enfin, à tout ce que nous savons de la société que nous vivons et qui n'est pas de nature toujours à nous rassurer. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je laisse la parole, je crois, à Maître Cahin. Allez-y. Merci, Monsieur le Chancelier. Monsieur le député, chère présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, chers amis,
Je pense que Daniel Herman aurait été très fier que pour la Fondation, on puisse parler sous la coupole aujourd'hui. Daniel Herman était mon ami d'enfance. À sa première opération cardiaque, elle avait 26 ans. Elle a été opérée par le professeur Carpentier. Je commençais mes études de droit et déjà à cette époque, elle m'avait dit, dès que tu seras avocate, je voudrais que tu crées une association pour la recherche cardiovasculaire. Donc elle était animée par cette foi et elle serait vraiment très heureuse de voir toutes les avancées de cette fondation depuis son décès et depuis que nous sommes au sein de votre égide, Monsieur le Chancelier. Alors, en tant que vice-présidente de la Fondation Recherche Cardiovasculaire, je suis ravie que soit remis aujourd'hui le prix Daniel Herman et une bourse de recherche pour le cœur des femmes. Promouvoir et financer la recherche cardiovasculaire a été un combat que Daniel Herman, notre regrettée présidente, n'a cessé de mener pendant toutes ces années et au fil de toutes les opérations qu'elle a subies. Vous représentez l'excellence et la diversité scientifique au service des maladies cardiovasculaires des hommes et des femmes. Cher Denis Vivien, votre projet récompensé aujourd'hui s'attachera à cibler des nouvelles thérapies au lieu même où se forment des caillots sanguins à l'origine des AVC ischémiques. Un projet de recherche ambitieux qui permettra d'assurer une meilleure oxygénation du cerveau en souffrance et de limiter les séquelles consécutives à un AVC. Chère Mathilde Keck, votre projet récompensé aujourd'hui s'attachera à étudier la régulation des peptides AVP et apline chez les femmes atteintes de pré-éclampsie pendant la gestation. À plus long terme, il permettra de valider une nouvelle approche pharmacologique afin de réduire la mortalité associée à la pré-éclampsie, la plus importante pathologie de la grossesse dans le monde, et de prévenir les risques cardiovasculaires des mères et des enfants consécutifs à cette pathologie. Daniel Herman écrivait ces mots dès le départ. « Je dois ma renaissance à la recherche cardiovasculaire. Il faut que demain, de plus en plus de malades de cœur profitent des progrès de la recherche. » Cette innovation, vous l'incarnez grâce à la qualité de vos recherches, dont l'ambition est de prolonger la vie des cœurs en souffrance. C'est donc des chercheurs d'avenir que je tiens à féliciter aujourd'hui pour tout ce qu'ils ont fait dans leurs travaux. Alors, j'ai le premier, je suis désolée, c'est Monsieur Denis Vivien. Je vous remets, j'ai plaisir et la joie au nom de Daniel Herman de vous remettre le prix Daniel Herman. Merci. Voilà. Madame Mathilde Keck, voici la bourse de recherche du programme Daniel Herman, cœur des femmes. Vous méritez grande courage. Donc j'ai la joie aujourd'hui de présenter le professeur Denis Vivien. Donc, je voulais tout d'abord préciser que le prix Daniel Herman a pour but de soutenir l'excellence des travaux de recherche d'un chercheur ou d'un clinicien dans le domaine cardiovasculaire. Et donc, le conseil scientifique que je présidais, qui s'est réuni le 11 septembre 2023, et qui était composé des professeurs Buckingham, Corvol, Ménaché, Le Marec, Desnos et Jeune Maître, a classé à l'unanimité le professeur Denis Vivien en première ligne pour l'obtention de ce prix. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le parcours du professeur Denis Vivien, qui est vraiment très étoffé. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à résumer. Donc, le professeur Denis Vivien a soutenu sa thèse de doctorat en biologie moléculaire à la faculté d'Orsay en 1992 sur les effets du TGF-bêta sur le cartilage. Il a ensuite effectué son postdoctorat au Centre de recherche sur le cancer Sloan Kettering à New York, où il a étudié cette fois-ci la signalisation du TGF-bêta dans le contrôle de la prolifération cellulaire.
En 1995, il a été nommé maître de conférence à l'université de Caen, avant d'être nommé professeur des universités en neurosciences en 2001. Il a été ensuite nommé en 2016 professeur des universités praticien hospitalier, c'est-à-dire PUPH, en biologie cellulaire au CHU de Caen. Il est directeur d'une unité INSERM, unité 1237, intitulée Physiopathologie et imagerie des troubles neurologiques, qui compte plus de 145 personnes. Et il est aussi directeur scientifique de l'Institut Blood and Brain, qui inclut 6 startups et 2 plateformes Ibiza. Ces 2 structures sont situées sur le site de la plateforme d'imagerie biomédicale GIP-Cicéron, dont il est le président du conseil scientifique. Il est aussi directeur scientifique de la plateforme européenne expérimentale pour les accidents vasculaires cérébraux. Il a encadré plus de 35 doctorants et obtenu un grand nombre de financements et de reconnaissances, et les financements pour ses programmes de recherche par l'INSERM, l'Agence nationale de la recherche et l'Union européenne. Il a publié plus de 300 articles, dont un grand nombre dans d'excellentes revues, et ses travaux ont fait l'objet de 5 brevets, dont 3 sous licence, qui ont donné naissance à 2 startups, OP2 Lysis et Lys Thérapeutique. Son rayonnement national et international est indiscutable. Concernant ses travaux et ses découvertes, ils ont principalement porté sur l'activateur tissulaire du plasminogène, c'est-à-dire le TPA, qui est aussi appelé altéplase. Et le TPA est une sérine protéase, c'est-à-dire une enzyme qui est capable de dégrader les chaînes de fibrine des caillots sanguins, et il est utilisé dans la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral de type ischémique. Cependant, seulement 36% des caillots sont sensibles au TPA. Et pour comprendre les raisons de cette résistance, il a effectué les études et les découvertes suivantes. Il a tout d'abord développé plusieurs modèles expérimentaux d'AVC, particulièrement originaux et pertinents pour reproduire ce qui est observé en clinique. En étudiant la formation des caillots sanguins dans ces modèles, il a observé que leur couche externe contenait un récepteur plaquettaire particulier, la glycoprotéine 1B-alpha, qui soude les plaquettes entre elles en interagissant avec le facteur de Willebrand. Ils ont ensuite donc développé un anticorps dirigé contre cette glycoprotéine et montré que les anticorps sont capables de prévenir l'activation et l'agrégation des plaquettes et de réduire la taille ainsi que la croissance des caillots sanguins et ainsi prévenir l'occlusion des vaisseaux. Il a aussi observé que les caillots sanguins qui étaient responsables des AVC ischémiques sont constitués de plaquettes qui sont liées entre elles avec le facteur de Willebrand sous forme multimérique, et que la N-acétylcystéine est capable de casser les multimères du facteur de Willebrand par réduction des ponts disulfure. Ainsi, l'injection intraveineuse de N-acétylcystéine s'est révélée très efficace pour détruire les caillots sanguins. Il s'est ensuite attaqué à définir les autres rôles du TPA. Ainsi, son laboratoire a découvert que le TPA, en se fixant sur les récepteurs du glutamate de type NMDA, aussi bien au niveau neuronal qu'au niveau des cellules endothéliales, avait d'autres actions, en particulier dans le contrôle de la survie neuronale, mais aussi dans la capacité à entraîner une dysfonction de la barrière hémato-encéphalique qui, dans ces conditions, laisse passer les cellules inflammatoires et les toxines vers le cerveau. Son laboratoire a alors développé un anticorps monoclonal, le glunomab, qui bloque l'interaction entre le TPA et le récepteur NMDA et va bloquer les effets délétères du TPA, que ce soit la neuroinflammation ou la mort neuronale, et sans avoir d'action sur la fibrinolyse ou sur l'activité basale des récepteurs NMDA neuronaux. Il a ainsi identifié de nouveaux composés potentiels pour améliorer le traitement des AVC et plusieurs essais cliniques sont en cours. Il a d'autre part développé plusieurs modalités innovantes d'imagerie cérébrale in vivo, en particulier dans le contrôle de l'AVC, notamment l'imagerie par ultrasons ultra rapide à haute résolution et l'imagerie par résonance magnétique moléculaire pour révéler les processus inflammatoires.
Son projet de recherche qui va maintenant vous exposer a pour objectif de visualiser des microcaillots cérébraux in vivo par IRM moléculaire à l'origine des AVC ischémiques pour permettre un meilleur diagnostic des patients et donc un meilleur traitement. Je vous laisse la parole, professeur Vivien. Merci pour cette présentation. Vous avez vu, ça retrace un peu ma carrière, une partie j'espère. Mais moi je raconte les histoires, mais les gens qui font les travaux sont les chercheurs, les doctorants, les post-doctorants, les techniciens, les ingénieurs du laboratoire et puis les personnels administratifs. Donc merci pour cette rétrospective et cette introduction. Je remercie évidemment la Fondation pour m'avoir attribué ce prix, le comité scientifique et puis les personnes qui sont à l'origine de cette fondation, et tout particulièrement Madame Danielle Herman. Donc j'avais fait un document qui retraçait un peu l'ensemble de ce qui vous a été présenté tout à l'heure, et ça a commencé il y a longtemps. Il y a Thierry qui est là en 2005, quand on a eu une équipe INSERM Avenir. Et donc, voilà, c'était en 2005, INSERM Avenir, et là, ça devient du présent. Et on espère que, dans pas très longtemps, on aura un certain nombre des travaux du laboratoire qui pourront aider les patients. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des données relativement récentes du laboratoire. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais essayer de vous raconter l'histoire, mais les personnes qui sont mentionnées à gauche de ce diaporama sont les personnes qui font réellement cette histoire. Et donc, la plupart d'entre eux sont dans la salle. Et ça, c'est important parce que un laboratoire, un prix pour son directeur, ça n'arriverait pas s'il n'y avait pas toutes ces personnes dans le laboratoire. Et mon rôle, c'est de créer l'équipe et puis de faire qu'on gagne les matchs. Donc, on s'intéresse à un projet qui s'appelle DART of Trombaille, c'est-à-dire c'est cibler les caillots sanguins qui sont à l'origine des accidents vasculaires cérébraux. Donc, pour vous expliquer ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire, en tout cas sur les aspects diagnostiques, et puis potentiellement il y a des intérêts thérapeutiques, c'est de rendre visible l'invisible. Et ça tombe bien parce qu'on est dans un centre d'imagerie, Cicéron, Benoît qui est présent, qui est le directeur du centre. On a un bel outil pour essayer de visualiser ce qui se passe dans le cerveau à des échelles moléculaires. Donc notre objectif, c'est vraiment de rendre visible l'invisible. Et je vais prendre un exemple de pourquoi on fait ça et comment on fait ça. Donc ça a commencé avec la thèse de Maxime Gauberti, il y a un peu longtemps. Mais moi, j'ai eu la rétrospective, donc je fais aussi une petite rétrospective de Maxime, qui est un étudiant de l'école de l'INSERM, donc qui a un parcours MD, PhD. Et donc, on peut imaginer cette petite fille qui se promène dans la campagne et elle va cueillir des fleurs, mais dans les fleurs, il y a des insectes et il y a une abeille. Et l'abeille va piquer cette petite fille sur le bras, ou un moustique. Et si on regarde la piqûre de cette abeille ou de ce moustique, on va facilement voir de la rougeur, de la douleur, de la chaleur, du gonflement. Donc ça, c'est le signe d'une inflammation et du fait qu'il y a une réaction de l'organe du corps de cette petite fille qui réagit pour éliminer les toxines liées à la piqûre du moustique ou de l'insecte. Cette réaction inflammatoire, vous voyez que c'est relativement simple de faire un diagnostic. Tout le monde sait le faire. Et puis, si on voit que ça grossit pas trop, globalement, on ne va pas s'inquiéter. Par contre, si on voit que le bras gonfle, eh bien, on va aller voir son médecin ou on va aller à l'hôpital aux urgences. Mais ça, parfois, ce type d'inflammation, ça se passe dans une boîte. Et cette boîte, c'est le crâne dans lequel se trouve le cerveau. Et si ce type d'inflammation, de mécanisme, rougeur, douleur, chaleur, gonflement, se passe dans cette boîte, dans le cerveau, eh bien, ça va contribuer à des dommages qui vont être irréversibles, puisque le cerveau, quand il va gonfler, il est dans une boîte qui est contrainte, et ça va conduire à des lésions cérébrales irréversibles. Et en plus, quand c'est dans la boîte, eh bien, on ne peut pas voir et faire le diagnostic,
on ne peut pas voir cette rougeur, cette douleur, cette chaleur et ce gonflement. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des outils d'imagerie pour aller voir ce qui se passe dans la boîte. Et donc les mécanismes de l'inflammation, vous avez à gauche ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une piqûre d'insecte, ou moustique, ou l'abeille, et ce mécanisme de l'inflammation, en fait, il implique en partie que des cellules circulantes, les monocytes, les lymphocytes, vont interagir avec les cellules qui sont à la paroi des vaisseaux. Et c'est pour interagir avec ces cellules qui sont à la paroi des vaisseaux, ça va utiliser des petits crochets, des petits ancrages, et on va utiliser des stratégies pour visualiser ces ancrages, qu'on appelle les molécules d'adhésion, pour essayer de révéler, voir ce qu'il y a dans la boîte. Et donc ça, c'est ce que font toute l'équipe que j'ai citée au préalable, c'est de fabriquer des petites particules de fer, donc des particules magnétiques, composées également de dopamine ou de polydopamine, c'est le constituant majeur des filaments qui émettent les moules pour s'accrocher au rocher. Et donc ça va générer des particules de fer englobées dans une matrice qui est biodégradable et potentiellement utilisable chez l'homme. Et à la surface de ces particules, on peut greffer des anticorps ou des protéines qui vont reconnaître ces crochets sur lesquels se fixent les cellules inflammatoires. Et vous voyez, sur un des schémas, on voit un globule blanc accroché à ces cellules endothéliales, et puis à côté, on voit la particule de fer qui va en fait mimer la cellule inflammatoire. Et donc si on utilise ces outils-là et qu'on les injecte dans la circulation, on a ici un cerveau de souris dans lequel il y a une inflammation, mais vous ne pouvez pas détecter cette inflammation. Vous ne voyez rien de particulier, même si vous cherchez bien, il y a l'image des 7 erreurs, vous ne voyez pas d'erreur entre la gauche et la droite. Si on injecte des particules dans la circulation, ce sont des particules qui ne vont pas cibler l'inflammation, ce sont des particules contrôle, vous ne voyez toujours rien. Alors si vous avez un petit peu spécialiste, vous regardez bien, vous allez voir à un moment donné, ici, on voit certains vaisseaux du cerveau qui deviennent noirs, sont les particules qui passent dans la circulation, et puis elles vont être éliminées, puisqu'elles sont non ciblées contre l'inflammation, elles ne sont pas ciblées vis-à-vis de ces crochets. Et par contre, si ces particules sont ciblées, eh bien vous voyez, elles vont se fixer à l'endroit où il y a de l'inflammation. Vous allez voir que devenir neurologue ou neuroradiologue, il y en a dans la salle, c'est hyper facile. Quand c'est noir, c'est malade, et quand c'est pas noir, c'est pas malade. Donc on arrive à rendre visible l'invisible, qui est le principe qu'on s'était donné au départ. Et donc ces outils-là, ou des outils dérivés, on peut les utiliser dans différentes modalités d'imagerie, et en particulier dans l'IRM. Donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, jusqu'à maintenant, c'est avec une technique d'imagerie qui s'appelle l'IRM, qui est une imagerie qui est utilisée en clinique. Donc on peut envisager, dans un avenir qu'on espère proche, utiliser ce type d'outils, puisque les particules sont biodégradables, pour faire un meilleur diagnostic des patients de l'inflammation dans les AVC, mais pas que dans les AVC, dans d'autres pathologies où il y a de l'inflammation, en particulier également dans des pathologies cardiaques, et Soigny, qui est dans la salle, travaille sur ce sujet. On peut également utiliser d'autres modalités d'imagerie, le MPI, Magnetic Particle Imaging, et donc à Cicéron, on a la première MPI préclinique en France, et il n'y en a que quelques-unes en Europe, et on commence à générer des images avec peut-être cette imagerie de demain à l'hôpital. Ces particules, ou quelques particules dérivées, permettent également d'aller visualiser d'autres choses dans les tissus, et en particulier dans le cerveau. Et là, dans le contexte des accidents vasculaires cérébraux, ça va être de visualiser les caillots sanguins qui sont à l'origine des déficits, à l'origine des lésions cérébrales. Et avec les techniques actuelles d'IRM ou de scanner, on est capable de visualiser ces caillots et de faire un diagnostic, mais on va visualiser ces caillots dans les grosses artères. On n'est pas capable d'aller voir des caillots dans les artères les plus distales, les plus petites, liées à la résolution de la technique. Et on s'est aperçu qu'avec ces particules, eh bien, on est capable de visualiser ces caillots de petite taille, et ça encore, ça peut aider de manière importante au diagnostic des patients, et puis également à visualiser la réponse du traitement. Et vous savez que plus on diagnostique bien et vite, plus on peut adapter le traitement et prendre en charge ces patients dans une pathologie d'urgence. On dit que le temps, c'est du cerveau, il faut aller très très vite.
Et donc ça, c'est une image récente qui montre ces particules à l'échelle moléculaire, à une des plus petites échelles que l'on peut visualiser avec la microscopie. Donc là, on n'est pas en IRM, on est en microscopie. Et vous voyez les particules où il y a la petite flèche noire, c'est les particules que l'on injecte qui vont être capables de s'agréger, de reconnaître le caillot sanguin et à un moment d'interagir avec les plaquettes qui forment ces caillots sanguins. C'est les travaux de Charlène et Thomas Bonnard qui travaillent sur ce sujet avec les autres personnes que j'ai citées, et on espère que c'est quelque chose qui va être publié prochainement en collaboration avec l'équipe de Pierre Mangin à Strasbourg. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. C'est une partie des travaux du laboratoire, mais qui, l'imagerie moléculaire, rend visible l'invisible. L'imagerie des caillots a potentiellement, on va dire, des bonnes chances, même si on dit toujours ça, mais on sait que les étapes sont très compliquées pour aller en clinique et aider au diagnostic des patients. Monsieur le chancelier, Mesdames, Messieurs, c'est un grand privilège d'introduire la remise du diplôme de la Bourse Cœur des Femmes 2023 à une brillante jeune collègue, le docteur Mathilde Keck. Je vais rapidement vous brosser les étapes de sa carrière. Après un doctorat réalisé à l'université Pierre et Marie Curie et achevé en 2012, portant sur la génétique de syndromes humains complexes, le syndrome de Bartter et Gittelmann, ayant conduit à une meilleure compréhension de la physiopathologie de ces syndromes, elle a réalisé un stage postdoctoral à l'unité INSERM 1166 qui lui a permis de renforcer ses compétences sur des adaptations physiologiques limitant les impacts délétères de l'hypertrophie cardiaque. Ensuite, après une expérience de près de 5 ans dans la compagnie Quantum Genomics, liée au développement de nouvelles thérapeutiques de protection contre l'hypertension artérielle et les pathologies cardiovasculaires, elle a été recrutée comme chercheur au Commissariat à l'énergie atomique, au CEA, à Saclay. Au cours de cette jeune carrière, le Dr Keck a publié plus de 30 articles de recherche dans d'excellentes revues scientifiques, dont PNAS, The Journal of the American Society of Nephrology, Cardiovascular Research, Hypertension, Nature Communications, e-Science. Forte de son savoir sur l'axe cardiovasculaire et les désordres afférents, elle consacre maintenant une part importante de son temps de recherche à une maladie importante de la grossesse ayant un impact majeur sur la physiologie cardiaque maternelle et probablement fœtale, la prééclampsie. Donc la prééclampsie est une hypertension déclenchée par la grossesse qui s'accompagne de protéinurie, et c'est une pathologie qui touche environ 2% des femmes, avec certaines populations beaucoup plus touchées, comme en Amérique où ça atteint 10%. Elle entraîne la mort de 70 000 femmes par an dans le monde, et surtout elle est une cause majeure de prématurité, puisque pour sauver la mère on est souvent obligé d'extraire le fœtus à des stades trop précoces, et on estime qu'il y a à peu près 1,5 million de bébés prématurés qui meurent suite à un traitement de la prééclampsie. Alors dans nos pays développés, ce n'est plus une cause de mortalité importante des patientes, puisqu'il y a très peu de patientes qui en meurent. Par contre, la recherche maintenant s'oriente vers les conséquences à long terme de la prééclampsie sur le système cardiovasculaire, comme j'ai mentionné, mais également sur la fonction cérébrale, sur la fonction hépatique, la fonction rénale. Donc on a des preuves qu'une femme qui a une prééclampsie est à risque en fait pour toutes ces fonctions. Et donc c'est une pathologie qu'il est très important d'étudier pour mieux gérer la santé des femmes dans le long terme et probablement la santé de leurs descendants, puisque un bébé in utero qui a été exposé ou dont la mère a une prééclampsie a probablement des atteintes de son endothélium aussi. Ça, c'est encore un sujet d'étude important. Le projet actuel de Mathilde s'intéresse à 2 molécules majeures qui sont impliquées dans la régulation de la pression artérielle, la vasopressine, ou AVP, et l'apéline.
Donc dans la prééclampsie, il a été montré qu'elles sont up-régulées, qu'elles sont augmentées dans les étapes précoces de la grossesse, et par conséquent, son projet comporte une partie clinique où, dans des cohortes, elle va doser l'apéline et la vasopressine, en particulier l'apéline, l'idée étant d'avoir un marqueur précoce de la pathologie, parce qu'un petit peu comme dans beaucoup de maladies, plus on intervient tôt et plus on est capable de faire quelque chose. En particulier, dans la prééclampsie, le traitement de référence est l'aspirine. Et le diable, en fait, ce qui est diabolique, c'est que l'aspirine ne marche que s'il est administré après 16 semaines, avant 16 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire quasiment au premier trimestre, alors que les symptômes de la prééclampsie n'apparaissent au plus tôt qu'à la moitié de la gestation, ça part de la 20e semaine. Donc on a une sorte de bascule là-dedans qu'il va falloir résoudre. Alors on a des marqueurs, mais aucun n'est assez précoce. Peut-être que l'apéline ou la vasopressine pourront jouer ce rôle-là. Donc cette partie clinique qui est de dosage de ces molécules dans les cohortes. Dans son projet, il y a une étude cellulaire sur des trophoblastes en culture. Les trophoblastes sont les cellules majeures du placenta, puisque c'est une pathologie d'origine placentaire. Et également une étape préclinique pour tester donc, dans des modèles animaux 2 molécules qui pourraient protéger des effets délétères de la prééclampsie dans des modèles de rongeurs, en particulier de rongeurs gestants. Et parmi ces molécules, il y en a une qui est une toxine qui va se fixer sur le récepteur de la vasopressine. Et cette protéine est issue du venin de mamba. Donc, pour finir, dans cette présentation, la bourse obtenue par Mathilde va lui donner à coup sûr des moyens intéressants pour mener à bien son projet, qui pourrait donner un nouvel espoir dans la thérapie de cette maladie potentiellement dévastatrice qu'est la prééclampsie. Je vais maintenant laisser la parole au Dr Kay qui va présenter le détail de ses projets. Merci beaucoup à Daniel Weymann pour cette belle introduction. Et puis je tiens, avant de commencer à vous présenter un peu mon projet, à remercier sincèrement la Fondation Recherche Cardiovasculaire pour cette bourse qui me tient à cœur et puis pour ce bel événement dans ce lieu si emblématique. Donc merci beaucoup pour ça. Du coup, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon projet, donc qui porte sur la régulation de la balance AVP, ou vasopressine aussi qu'on appelle apéline, dans la prééclampsie. Alors la prééclampsie, c'est une pathologie complexe parce qu'elle est multifactorielle avec un tableau clinique varié. En effet, on va avoir plusieurs causes, des causes immunologiques, génétiques, des causes de stress oxydant, des comorbidités, donc c'est très complexe déjà. Voilà, on a plein de causes qui vont créer une prééclampsie. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'elle va avoir des effets biologiques multiples, et notamment une mauvaise vascularisation du placenta et une inflammation. Et derrière, eh bien, la mère, elle va présenter un tableau clinique, comme l'a dit Daniel Weymann, avec une hypertension et une protéinurie, donc une atteinte rénale. Mais il va y avoir également, pour certaines femmes, des cardiomyopathies, des œdèmes cérébraux, pulmonaires, des syndromes de HELP, donc vraiment très variés. Donc déjà, on est dans cette complexité et il faut du coup mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de cette pathologie pour mieux la traiter. Donc en quelques chiffres, donc on estime qu'il y a entre 2 et 8% des grossesses qui sont prééclamptiques, et en France, c'est quand même la 2e cause de décès maternel, et elle est responsable d'un tiers des naissances prématurées. On estime dans le monde qu'il y a environ 70 000 mères et 500 000 fœtus qui meurent de cette maladie chaque année, et c'est une maladie en plus qui va créer des problèmes cardiovasculaires chez ces mères et chez ces enfants nés prématurément. Et il y a une publication qui est sortie récemment qui montre que les jeunes filles qui sont nées prématurées avec un poids inférieur à 2,5 kg, eh bien, elles ont 4 fois plus de risques de faire une prééclampsie. Donc la boucle s'engraine. Et on estime environ que le coût d'une grossesse prééclamptique est d'environ 40 000 $ plus cher qu'une grossesse normale. Donc c'est une pathologie avec un impact médico-économique majeur. Et le problème, c'est qu'on a plein de traitements antihypertenseurs sur le marché, mais chez la femme enceinte, on ne peut pas les donner parce que c'est dangereux pour le fœtus. Donc, il est vraiment important de développer maintenant de nouveaux traitements pour cette pathologie, pour éviter tout ce cycle. Donc, qu'est-ce que l'AVP et l'apéline dans la prééclampsie?
Donc, dans une grossesse normale, en fait, dans la circulation sanguine, on va retrouver une balance entre ces deux peptides, AVP et apéline. Mais dans la prééclampsie, il y a une dérégulation de cette balance. On va avoir trop de vasopressine et pas assez d'apéline. Alors, qu'est-ce que c'est que ces peptides? En fait, ils sont synthétisés, c'est assez rigolo, dans les mêmes neurones et ils ont des effets complètement miroirs. En fait, on va dire que l'AVP, c'est plutôt le bad guy et l'apéline, le good guy. Donc, l'AVP, en fait, quand elle va se fixer sur son récepteur dans les vaisseaux, elle va entraîner une vasoconstriction et au niveau du rein, elle va retenir l'eau. Donc, plutôt des effets hypertension et plutôt voilà, antidiurétique. Et de l'autre côté, l'apéline, elle va faire l'inverse. Elle va créer une vasodilatation et une élimination d'eau par les reins. Donc on comprend bien qu'il ne faut pas avoir trop de vasopressine et pas assez d'apéline. Donc l'objectif du projet de recherche, ça va être du coup de mieux comprendre cette pathologie et de pouvoir la traiter. Et donc comment on va faire? Eh bien, déjà, on a un objectif à court terme, c'est d'étudier la régulation de ces deux peptides au cours de la gestation prééclamptique. Donc pour cela, en fait, il y a eu des études cliniques qui ont été réalisées chez des femmes qui ont une prééclampsie et on leur a prélevé du sang. Donc vous voyez, soit très très précocement, donc l'avantage en fait, ça serait justement de prédire cette prééclampsie et de la traiter le plus tôt possible, si on peut voir qu'il y a une dérégulation des taux très très précocement. Et puis aussi, on va pouvoir étudier, grâce à une étude clinique assez précieuse, où il y a eu des prélèvements chez les mêmes femmes au cours du temps, et bien de voir comment évoluent ces taux au cours du temps. À moyen terme, ce qu'on aimerait, c'est déterminer plus précisément le rôle de l'AVP et de l'apéline dans la prééclampsie. Donc pour cela, on a des modèles in vitro, ce qu'on appelle, donc c'est des modèles de cellules de placentaires humaines, comme disait Daniel Weyman, c'est ce qu'on appelle des trophoblastes, et on a des modèles in vivo, donc là ce sont des modèles de souris ou de rats gestantes. Et donc l'idée, ça va être d'appliquer de la vasopressine, de l'AVP et de l'apéline pour comprendre en fait les effets de ces deux peptides sur tous les mécanismes cellulaires et surtout les mécanismes en fait physiopathologiques chez du coup les rongeurs. Et dernièrement, donc ça c'est ce qu'on aimerait faire à long terme, donc du coup évaluer l'effet thérapeutique de nouveaux composés innovants chez le rongeur. Alors au laboratoire, on a la spécificité en fait d'étudier ces petites bêtes qui font peur, donc les serpents, les araignées, voilà, les scorpions, et en fait, ils ont des choses extraordinaires dans leur venin. En fait, ils ont des capacités d'avoir ce qu'on appelle des peptides qui ont une très très haute affinité et sélectivité pour leur cible biologique. Donc, lorsqu'on a réussi à identifier ces toxines d'intérêt, eh bien, au laboratoire, on les synthétise et on les étudie in vitro et in vivo pour essayer d'en faire des médicaments. Donc, la nature est formidable pour cela. Et donc, on a réussi à trouver des composés, justement, qui bloquent l'action de la vasopressine. Donc, comme ça, comme il y en a trop, et bien, si on bloque son action, elle ne peut plus être néfaste. Et on a trouvé des composés qui miment l'action de l'apéline. Et ce qu'on aimerait voir, c'est si chez le rongeur prééclamptique, lorsqu'on les donne, eh bien, on peut diminuer la pression artérielle, améliorer la fonction rénale et améliorer, du coup, la croissance fœtale et tous les effets néfastes de la prééclampsie. Et donc, à terme, eh ben, ça serait de valider une nouvelle approche thérapeutique pour ces femmes qui souffrent de prééclampsie et il est urgent de trouver des traitements pour elles. Et donc, comme l'a dit Denis Vivien, la recherche, ça ne se fait pas tout seul. Donc, je tiens vraiment à remercier tous mes collègues et mes collaborateurs et je remercie encore la Fondation Recherche Cardiovasculaire.